Donc, s'il vous plaît, vous envoyez un SMS de confirmation. Je vous attends pour ça. Ah, très bien. Pour les autres, vous confirmez aussi votre présence. Comme ça, on commence notre cours. Allez-y, je vous attends. Voilà, merci pour votre réponse. Donc, on va voir aujourd'hui une nouvelle fonction. Donc, les acides carboxyliques avec leurs dérivés. Donc, il s'agit de la dernière fonction qu'on va traiter ensemble. Donc, on va prendre ensemble la structure chimique de ces dérivés acides carboxyliques avec la nomenclature, les propriétés physiques, les propriétés chimiques ainsi que la réactivité particulière de cette classe. Par la suite, on va avoir le mode de préparation, donc le mode de synthèse chimique. Donc, voilà, donc je continue avec les acides carboxyliques. Bien sûr, c'est la première partie de notre cours, suivie par les dérivés d'acides carboxyliques, quand on va voir à la fin de notre cours. Alors, tout d'abord, les acides carboxyliques, ce sont des groupements ayant une fonction prévalente, donc une fonction ayant 3 liaisons avec le carbone. Donc là, on peut dire que le carbone va former 3 liaisons avec l'oxygène, donnant la fonction COH. C'est une fonction qui présente d'autres dérivés. Donc là, on peut trouver les chlorures d'acide, les anhydrides d'acide, les esters, les amides et les nitrites. Bien sûr, on va traiter les deux parties. Tout d'abord, les acides carboxyliques suivis par leurs dérivés. On va par la suite comparer les deux classes. Donc, commençons par la première partie de notre cours, les acides carboxyliques. Donc, le support de base contient un motif ayant RCOH, donc une fraction alkyle liée à la fonction prévalente, la COH. Comme vous voyez ici, la partie alkyle peut être R ou AR, donc ça peut être aliphatique ou même cyclique et même aromatique. Voilà. Quel que soit, il y a toujours cette fonction qui est prévalente, qui est formée par les 3 liaisons du carbone avec les 2 oxygènes et l'hydrogène. Le carbone appartenant à cette fonction, c'est un carbone qui est ébrédé sp2, donc ayant une structure trigonale plan appartenant au même plan, comme vous voyez dans la structure chimique. Alors, on passe pour voir la nomenclature de ces dérivés. Donc, selon l'IUPAC, le système international de nomenclature, on peut dire que ces composés-là sont nommés en utilisant le préfixe acide, suivi du nom de l'hydrocarbure correspondant bien sûr au squelette carboné en comptant le nombre de carbone, et avec la terminaison oïque qui est spécifique à cette classe chimique. Donc, acide. Par la suite, le nom de l'hydrocarbure et enfin vous avez oïque. Bien sûr, le carbone portant la fonction COH, elle est toujours référée en 1 en prenant l'indice numéro 1. Donc, la numérotation doit commencer à partir de ce carbone ayant cette fonction carboxylique. Et on numérote par la suite l'ensemble de la chaîne carbonée à partir de ce carbone, soit disant 1, 2, 3, etc. Donc, ce sont des acides qui sont nommés pour la plupart en utilisant l'IUPAC, le nom chimique, comme acide méthanoïque pour cet acide, acide éthanoïque pour cet acide-là. Et comme ce sont des dérivés d'origine naturelle, donc certains d'entre eux préservent toujours un nom d'usage, c'est-à-dire un nom qui va rappeler leur origine, comme on va le trouver pour l'acide formique, rappelant du latin formica ou bien fourmi, comme on peut également le constater pour l'acide acétique qui provient de l'acétaldéhyde.
Donc, toujours un nom qui est associé, on appelle ça le nom d'usage. C'est le nom qui correspond au nom fréquent qui provient par l'habitude, c'est ça. Et qui ne respecte pas le pack, bien sûr. Voilà. Donc, vous allez constater également dans le nom d'usage, il y a toujours les préfixes acides avec la terminaison que. La même chose ici, acide acétique, vous avez toujours ce préfixe particulier à cette classe. Donc, on peut prendre quelques exemples. Vous avez cette molécule. On va la numéroter en commençant à partir de ce carbone. Donc, j'aurai 1, 2, 3. En position 2, j'ai le méthyle. Ça va vous donner acide 2-méthylpropanoïque. Alors, la voix, donc, est-ce que vous entendez comme ça? Attends. Comme ça, est-ce que c'est mieux? Très bien. Donc, commençons par cet exemple. Vous avez acide 2-méthylpropanoïque avec le préfixe correspondant à la classe, avec le squelette carboné, donc un squelette qui est ramifié dans ce cas, et avec la terminaison à la fin oïque qui va indiquer les acides carboxyliques. Alors, on passe au deuxième exemple. Donc, là aussi, vous avez acide comme préfixe. Le squelette carboné, il est ramifié, mais il va porter dans ce cas-là une autre fonction organique, c'est la fonction alcool, mais qui n'est pas prioritaire à côté de la fonction carboxylique. Donc, on va la citer quand même dans le squelette. Et ça va vous donner acide 3-hydroxybutane. Donc, par rapport à ce squelette numéroté, en commençant à partir de là, j'ai 1, 2, 3, 4. Vous voyez que l'alcool est greffé en position 3. Donc, hydroxy en 3. Butane, à la fin, j'ai OIC pour indiquer la classe. Bien sûr, il faut respecter la priorité des fonctions organiques. Une fonction acide carboxylique est toujours prioritaire à côté d'autres fonctions, quelles que soient les amines, les alcools, les aldéhydes, les cétones, etc. Voilà, donc c'est presque toujours la fonction qui va prendre l'indice numéro 1. Alors, on passe pour voir les propriétés physiques. Donc là, on peut dire que les acides carboxyliques sont des composés polaires ayant un moment dipolaire supérieur à 0. Et ce sont des composés qui forment très facilement des liaisons hydrogènes entre eux. Comme vous voyez dans cet exemple, donc ce sont des liaisons qui se forment entre deux molécules. Vous avez une liaison entre l'oxygène, du carbonyle et l'hydrogène, de l'hydroxyle d'une autre molécule. Ça va donner un cycle, on va dire, ce sont des dimères cycliques qui vont permettre de renforcer les liaisons entre les molécules d'un même composé et de ce fait vont augmenter certains paramètres comme la température d'ébullition. Pourquoi ça va augmenter? Parce que là, il s'agit d'augmenter la température et d'avoir la température nécessaire pour rompre ces liaisons. Donc, on va constater que la température d'ébullition des acides carboxyliques, elle est plus élevée que celle des alcools correspondants, même s'il s'agit du même nombre de squelettes carbonés. Voilà. Donc, on va trouver que ces composés-là sont solubles dans l'eau pour la plupart, surtout pour les composés ayant un faible poids moléculaire, parce que pour ces composés-là, les groupements COH vont former entre eux des liaisons hydrogènes, vont former également avec l'H2O des liaisons hydrogènes facilitant la miscibilité, donc la solubilité. Par contre, si on aura augmentation de ce poids moléculaire, on aura la fraction alkyle R qui est plus élevée. Ceci fait que cette fraction va diminuer le caractère soluble dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on aura, au contraire, on aura une hydrophobie. La fraction alkyle, c'est une fraction qui est plus soluble dans les lipides. Elle est plus analogue aux lipides. Et de ce fait, la molécule elle devient plus soluble dans ces lipides-là. On parle du caractère hydrophobe. Hydrophobe معناها détester l'eau et de ce fait on aura le caractère contraire qui est le caractère lipophile.
comme si la molécule, elle sera, plutôt, elle aura plus d'affinité pour les lipides. Contrairement aux acides ayant un faible poids moléculaire, là, on va avoir un caractère qui est hydrophile. Donc, la propriété d'aimer l'H2O et donc d'être soluble par conséquent. Voilà. Euh, les acides de faible poids moléculaire sont également les plus volatiles, c'est-à-dire que la température d'évaporation de ces acides elle est très faible et la conséquence de ça, c'est que l'odeur elle est marquée. L'odeur, je parle des acides de faible poids moléculaire, comme l'acide formique, l'acide acétique. Alors, on passe pour voir les propriétés chimiques et la réactivité particulière des acides carboxyliques. Donc là, selon la structure chimique, on peut constater qu'il y a deux fonctions ensemble. Vous avez d'une part la fonction cétone, c'est-à-dire le groupe carbonyl, et vous avez à côté la fonction alcool. Mais en réalité, ces deux fonctions ne sont pas séparées. On ne peut pas avoir un caractère qui ressemble à la fois les cétones et les alcools, mais plutôt c'est une autre fonction qui va s'exprimer. Et ceci est la conséquence du fait que les deux fonctions ne sont pas séparées, mais elles sont liées par l'effet de conjugaison. Donc là, on peut avoir un effet mésomère au sein de ce groupement, la possibilité d'un rabattement à partir de là, à partir de ce doublet, ouverture par là, donc une mésomérique qui va exister et qui va lier les deux fonctions ensemble. Et de ce fait, les acides carboxyliques auront un caractère différent de celui des cétones et de celui des alcools. Voilà, donc on va traiter les propriétés chimiques de ces acides carboxyliques. Commençons tout d'abord par le critère dominant qui est l'acidité. Donc là, on va parler de la mobilité de l'hydrogène des acides carboxyliques. Je parle de ça. C'est une mobilité qui va s'exprimer en présence du base forte, qui vont arracher très facilement ces protons en formant le HB et qui vont donner les bases correspondantes, c'est-à-dire le carboxylate RCOO-. Ces bases-là sont stabilisées par mésomérique, comme vous voyez ici. Donc, si la base conjuguée elle est stable, ceci dit que l'acide correspondant elle est très fort et d'où le nom pour ces molécules-là acide carboxylique. C'est par rapport au caractère acide qui est très très fort comparativement avec les autres produits que nous avons traités jusque-là, c'est-à-dire comparativement avec les acides, plutôt les molécules organiques. Donc là, je parle des cétones, des aldéhydes, des alcools. Mais la comparaison n'est pas faite avec les acides minéraux, comme l'HCl et l'acide nitrique, parce que là, les acides minéraux sont toujours plus forts. La séparation de charge, elle est bien exprimée, elle est totale dans le cas des acides minéraux, HCl, acide nitrique, HNO3, etc. Alors, la mobilité de cet hydrogène, elle est favorisée aussi par la présence de l'effet inductif attracteur exercé par les deux oxygènes. Chaque oxygène va atterrir la liaison voisine, donc va atterrir une certaine charge et de ce fait va libérer très facilement les protons. On va passer pour voir une autre propriété. C'est la propriété électrophile, donc cette fois-ci des acides carboxyliques. Il s'agit des propriétés bien sûr moins importantes comparativement avec le caractère acide. Et là, nous avons ce caractère qui va s'exprimer en présence des nucléophiles. Donc, vous avez le Y- qui va attaquer selon une attaque nucléophile sur le carbone déficitaire en électrons pour ouvrir le carbonyle, pour former l'alcoolate. Et par la suite, cet alcoolate va nous donner le produit fini en libérant le OH-, comme s'il s'agit d'une addition nucléophile suivie par une élimination, comme c'est toujours le cas pour les fonctions ayant des carbonyles, comme les aldéhydes, les cétones, c'est toujours presque la même chose, avec un caractère qui est moins important comparativement avec les aldéhydes et les cétones. Pourquoi? Parce que là, c'est toujours la conjugaison qui fait masquer le caractère électrophile de ce carbone. Du fait qu'il y a le déplacement des charges
et qui va concerner cette fonction carboxylique, j'aurai un carbone moins électrophile que le carbone des fonctions aldéhyde et cétone. Et de ce fait, un caractère électrophile moins important. Et donc, les réactions qui sont de type addition nucléophile sont peu importantes pour les acides carboxyliques. De plus, les nucléophiles qui se rapprochent aux acides carboxyliques sont souvent de caractère plus ou moins basique, donc ils vont se fixer en premier lieu sur le proton des acides carboxyliques, et c'est donc les réactions d'ordre acido-basique qui sont prioritaires avec les acides carboxyliques. On peut donner l'exemple ici de l'organomagnésium qui va prendre un proton des acides carboxyliques pour donner le RH. Donc, c'est le R- qui va réagir avec le proton de l'acide. Donc, contrairement aux acides carboxyliques, on peut dire que les dérivés d'acides carboxyliques comme les esters, les chlorures d'acide, sont plus réactifs à ce propos. Ils donnent des réactions avec les nucléophiles d'une façon plus importante comparativement avec les acides carboxyliques. Pourquoi? Parce que la charge sera plus localisée dans ces cas des dérivés d'acide carboxylique. On n'aura plus l'effet mésomère retrouvé avec la fonction COH. Donc voilà. On peut dire également que le carbone fonctionnel des acides est moins électrophile comparativement avec les aldéhydes et les cétones. Donc des réactions vis-à-vis les nucléophiles moins importantes comparativement avec les aldéhydes et les cétones. Donc, en résumé, on peut dire que c'est plutôt le caractère acide qui est dominant dans le cas des acides carboxyliques. Et là, on peut prendre un exemple. Donc, vous avez l'ammoniac. Donc là, une molécule qui est considérée comme une base très très forte. Donc, on peut parler de l'ammoniac ou même des dérivés des amines. Ces dérivés-là vont arracher un proton à partir de là. Donc, au lieu d'attaquer ce carbonyle, on aura plutôt une réaction acido-basique avec le groupement hydroxyle. Donc, c'est le caractère basique de l'amine qui va s'exprimer avec l'hydrogène du groupement hydroxyle. Il va le prendre sous forme d'un sel. On aura formation de carboxylate d'ammonium dans un premier temps. Et donc là, vous voyez que c'est le caractère acide qui s'exprime des acides carboxyliques et non pas le caractère électrophile en présence de cette base. Ça vous donne l'ammonium. Donc là, on parle de l'acétate d'ammonium qui est un sel qui va subir par la suite des carboxylations par chauffage, par exemple, pour éliminer le CO2 et c'est pour produire une acétamide. Donc là, c'est la classe des amides qui produit. Bien sûr, il s'élimine H2O avec H2O avec le CO2. Voilà. C'est une réaction qui est favorisée par la chaleur. Alors, en plus de l'acidité marquée des acides carboxyliques, en plus du caractère électrophile qui est considéré comme peu important, on peut trouver également d'autres propriétés qui ressemblent aux aldéhydes et des cétones. C'est la labilité de l'hydrogène en alpha décarbonique que nous avons déjà traité pour la classe des aldéhydes et des cétones. Donc, je parle de l'hydrogène qui se présente à ce niveau. Là aussi, il est mobile, mais il est moins mobile comparativement avec l'aldéhyde et l'acétone. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas formation de la forme énol. La forme qui est normalement stabilisante de l'anion qui se forme après libération de cet hydrogène qui est mobile. Normalement, un des anions qui se forme à ce niveau-là, le carbone qui porte la charge négative. Comme on n'a pas la forme énol qui se forme, donc pas de stabilisation pour ces anions-là. Et de ce fait, cette mobilité, elle est faible comparativement avec l'aldéhyde et l'acétone, qui sont stabilisés par l'énol.
Donc, on va prendre comme exemple la réaction des halogènes avec ces acides. C'est une réaction qui est possible en présence du phosphore. Donc là, par exemple, on peut faire halogéner l'acide propanoïque. C'est une halogénation qui va concerner cet hydrogène en alpha, c'est-à-dire qu'il est juste à côté, il est adjacent à la fonction carboxylique. Ça va permettre de substituer, après formation d'un C-, bien sûr, libération de H+, le C- va attaquer très facilement les fluors et on aura acide alpha-chloropropanoïque. C'est une réaction qui peut se propager pour affecter le deuxième hydrogène parce que là aussi, c'est un hydrogène en alpha. Comme on avait deux hydrogènes au total, donc la réaction peut se poursuivre pour faire remplacer le deuxième hydrogène. Après libération de cet hydrogène, formation de C-, on aura substitution de deuxième hydrogène par le chlore et on aura enfin l'acide alpha-dichloropropanoïque. Donc là, il s'agit toujours d'une substitution de l'hydrogène en alpha par rapport au carboxyde. On appelle ça la réaction de Wohlard-Zelinski. Elle est une réaction très particulière aux acides carboxyliques qui doit se faire en présence de phosphore. Voilà, on passe pour traiter les propriétés acido-basiques des acides carboxyliques. Donc, on avait déjà dit que les acides carboxyliques sont des acides très très forts comparativement avec les autres molécules organiques. Donc, comparé avec les aldéhydes, les cétones, les alcools, toutes les fonctions que nous avons traitées jusque-là, en fait. Et ceci expliqué par l'effet inductif attracteur à ce niveau-là. Libération très facile de l'hydrogène sous forme de HB, formation de la base conjuguée qui est stable. C'est une base qui est stabilisée par l'existence de la mésomérie. Donc, c'est un autre facteur stabilisant pour la base. Comme la base elle est stable, l'acide elle est très fort. On peut dire également que c'est un acide qui est moins fort comparativement avec les acides minéraux. Donc, comparé avec l'HCl, l'acide nitrique, là, il s'agit d'un acide faible. Parce qu'au niveau des acides minéraux, type HCl, on aura une séparation totale, une dissociation bien exprimée entre les deux charges. Donc, là, sont des acides forts comparativement avec les produits organiques, mais plus faibles que les acides minéraux. Il faut faire attention. Alors, concernant la basicité des acides carboxyliques, c'est un caractère qui peut exister également, mais il est moins faible comparativement avec l'acidité. Et là, on parle de l'oxygène qui est capable d'exprimer ce caractère, comme l'oxygène porte des doublés libres, donc possibilité d'attaquer des protons. C'est une possibilité qui est faible relativement. Et Et là encore, vous avez deux possibilités. Vous avez deux oxygènes. L'oxygène de l'hydroxyde, vous avez l'oxygène du carbonyle. Les deux sont capables d'arracher le proton. Quel est l'oxygène qui est plus probable pour cette attaque? On peut dire que c'est l'oxygène du carbonyle qui est plus disponible et les plus mobile. Pourquoi? Parce que si cet oxygène va attaquer le proton, il se forme un composé ayant la charge positive sur cet oxygène et ça va vous donner une possibilité d'avoir d'autres composés limites qui sont dits également composés misomères. Et là, c'est une façon de faire stabiliser la charge positive. On avait déjà vu que l'effet misomère ou l'effet inductif, ce sont des effets qui conduisent à stabiliser les molécules, quelles que soient. Et là, c'est un exemple de ça. La création de charges positives à ce niveau-là va permettre d'avoir ces probabilités. Donc, rabattement très facile de cette liaison à ce niveau et formation de trois composés limites. Des composés qui vont stabiliser l'oxonium, on va dire, qui se forme. Et de ce fait, c'est l'oxygène du carbonyle qui est plus probable pour l'attaque basique. Donc, il peut attaquer très facilement les protons. Par contre, là, c'est un caractère qui est masqué relativement. Voilà. Donc, les acides carboxyliques, globalement, ce sont des acides très forts, sont moins basiques et également ils présentent des propriétés électrophiles très faibles, comme résumé.
Alors, les acides carboxyliques dans de nombreux sels en présence des métaux ou également les hydroxydes ou le carbonate de métaux, comme le zinc, le carbonate de calcium. Donc là, vous voyez qu'il y a formation des acétates de zinc et il y a formation des formiates du calcium en présence du carbonate de calcium. Une réaction très très facile vu la présence de la fonction carboxylique. Mais là, on aura besoin de deux molécules parfois en fonction de la valence de métal qui existe à côté. Par exemple, le zinc, il a une valence de 2, donc il doit être associé à deux molécules de l'acétate. La même chose pour le calcium, deux molécules de formiate qui sont indispensables. Alors, on passe pour voir la réduction des acides carboxyliques. Donc là, c'est une réaction qui est possible. Euh, Généralement, elle est induite par la présence des hydrures métalliques. Donc, c'est un hydrure, le H- qui peut se lier sur le carbone du carbonyle, mais c'est une possibilité qui est très faible. On ne peut pas trouver ça parce que le caractère électrophile de l'acide carboxylique, il est vraiment moins important. De ce fait, on aura quoi? On aura une réaction acido-basique qui est plus rapide dans un premier temps. C'est une réaction qui se produit entre l'hydrure, le H- fourni par le réducteur métallique et entre l'hydrogène provenant à partir de l'acide carboxylique. Donc, on parle de l'hydrogène qui est labile. Donc, c'est une réaction qui se fait en premier lieu, faisant impliquer le caractère mobile de cet hydrogène. Pourquoi? Parce que le caractère électrophile de ce carbone il est très faible. Et donc, le H- qui provient à partir de là va réagir avec le proton de l'hydroxyde pour donner le H2 selon une réaction d'acide basique. Formation à côté d'un sel. Pourquoi? Parce que là, l'acide va se comporter comme un acide en libérant les protons. Donc, il va se lier très facilement avec le lithium en formant le sel. Et par la suite, dans une deuxième étape, l'hydrolyse permet de libérer la fonction alcool, qui serait cette fois-ci une fonction alcool primaire. On aura toujours ça avec les acides carboxyliques. La réaction des hydrures métalliques suivie par une étape d'hydrolyse permet d'avoir des alcools primaires. C'est une réaction qui rentre dans la catégorie de la réduction, mais le mécanisme de base de cette réaction, ce n'est pas l'addition nucléophile, comme on l'avait vu pour les aldéhydes et les cétones, mais plutôt c'est une réaction acido-basique. Et ceci est expliqué par la mobilité particulière de cet hydrogène et par le fait aussi que ce carbone il est peu électrophile comparativement avec les aldéhydes et les cétones. Voilà. Alors, on passe pour voir une dernière réaction particulière pour les acides carboxyliques, c'est la décarboxylation. Donc là, c'est une réaction qui se fait par chauffage généralement. Ça permet d'avoir des alcanes, élimination de CO2. C'est une réaction qui nécessite généralement une température plus ou moins élevée. Mais pour les acides les plus faibles, comme l'acide acétique, l'acide formique, on aura besoin d'une température très très élevée pour séparer ou bien pour éliminer le groupement CO2. Voilà. Donc là, on peut dire que la température diffère selon le poids moléculaire de l'acide carboxylique. Elle est plus faible pour les acides ayant un poids moléculaire plus bas. Nous avons une particularité pour les acides possédant en bêta un second groupe carboxylique, comme les bêta-cétoacides, comme l'acide malonique également. Ce sont des dérivés qui présentent deux fonctions carboxyliques à la fois. Donc là, généralement les acides ADOM, ce sont des acides biologiques traités dans les modules de biologie, biochimie, etc. Donc, ces composés-là se décarboxylent beaucoup plus facilement à l'air parce que vous avez toujours un carboxyle supplémentaire qui s'élimine en premier lieu et ça peut se faire même à une température ordinaire. 25 degrés, elle est une température euh, suffisante pour faire éliminer le CO2.
Voilà. On passe maintenant, si c'est clair, bon, je vous accorde une minute pour les questions concernant la réactivité, avant de passer au mode de préparation. Et rapidement, s'il vous plaît. Vos questions à propos de ça. Donc, il n'y a pas de questions. On passe pour voir le mode de préparation des acides carboxyliques. Donc là, les acides carboxyliques peuvent être préparés à partir de plusieurs fonctions organiques. Tout d'abord, à partir de l'oxydation des alcènes. Donc là, vous avez un exemple. Les alcènes peuvent porter plusieurs radicaux. Donc, des radicaux différents, des hydrogènes différents. C'est pour cela qu'il y a plusieurs possibilités. On peut avoir formation de deux aldéhydes. On peut avoir formation de deux cétones, comme on peut avoir une aldéhyde et une cétone. C'est en fonction de la structure chimique même de cet alcène. Donc, avec les aldéhydes qui se forment, on aura une possibilité d'oxyder cet aldéhyde pour donner un seul acide carboxylique, ayant bien sûr le même squelette, R1C, on aura toujours R1C. S'il y a formation d'une cétone, l'oxydation de cette cétone va donner la possibilité de produire deux acides carboxyliques. Et là encore, vous aurez toujours conservation de fractions alkyles, c'est-à-dire que R2C, on va le trouver à ce niveau-là. R3C, on va le trouver dans ce niveau-là. Donc là, ça va vous aider dans les TD à établir, par exemple, les produits qui se forment lors des réactions chimiques, selon l'orientation de l'exercice. Là, les oxydants, vous avez toute une gamme donc, pour ça. On nécessite toujours des oxydants très forts pour ça. Le KMNO4, le bichromate de potassium, etc. Donc, toujours avec l'oxydation, c'est la réaction qui permet d'une façon générale d'avoir les acides carboxyliques parce que ça permet d'apporter la fonction CO2. Donc, on peut utiliser les hydrocarbures benzéniques ayant un radical alkyle, un CH3, C2H5, etc. Avec cette ramification, je peux procéder par une oxydation de la chaîne pour avoir l'acide carboxylique. On peut donner ici l'exemple de la synthèse de l'acide benzoïque, une synthèse chimique que vous allez entamer en troisième année dans les travaux pratiques. Vous allez utiliser le KMNO4 pour oxyder le méthyle, c'est-à-dire la chaîne latérale de la molécule de toluène. Donc, pour cette oxydation, vous aurez besoin également de la chaleur et une température qui est nécessaire pour augmenter le rendement de la réaction. Et vous allez également travailler à reflux pour générer à chaque fois les valeurs qui se dégagent. Tout ça, vous allez le revoir dans les travaux pratiques. Quel que soit, il se forme un acide carboxylique qui est, dans le cas de l'oxydation de toluène, un acide benzoïque, c'est-à-dire un benzène ayant une chaîne carboxylique latérale. Alors, troisième mode de synthèse des acides carboxyliques, c'est l'oxydation des alcools primaires. Bon, on avait vu tout à l'heure que la réduction des acides carboxyliques conduit à des alcools primaires. Donc, systématiquement, la réaction inverse, c'est l'oxydation des alcools primaires, permet d'accéder aux acides carboxyliques. C'est une réaction qui nécessite l'utilisation des oxydants forts comme le KMNO4. Ça se fait en milieu basique. Ça doit se faire également en présence de la chaleur. C'est pour augmenter toujours la cinétique de la réaction et de ce fait augmenter le rendement de la réaction. Et bien sûr, c'est une réaction qui va nous donner dans un premier temps la formation de l'alcoolate, bien précédée par l'hydrolyse acide en présence d'un H3O+. C'est une étape d'hydrolyse qui va permettre de passer de l'alcoolate vers l'acide carboxylique. Donc, je répète par rapport à la rupture de la connexion, la formation de l'alcoolate dans un premier temps, elle est suivie par l'hydrolyse acide, par action d'H2O en présence d'H+,
pour libérer l'acide carboxylique à partir de l'alcoolate qui se forme dans un premier temps. Donc là, on peut donner un exemple. Vous avez l'isobutanol, un alcool primaire toujours. L'oxydation de cet alcool en présence d'un milieu basique, comme la soude, la potasse, en milieu chaud, suivi bien sûr par l'hydrolyse acide, permet d'avoir les acides carboxyliques et ça permet d'avoir l'acide isobutanoïque. Donc là, vous voyez que le squelette alkyle il est conservé dans ce type de réaction. Vous faites attention ici, vous allez constater que la fraction RCH2 elle est conservée. RC, donc RC, il y a conservation du nombre de carbone du squelette principal, mais il y a transformation de la fonction organique, de la fonction alcool vers la fonction carboxylique. Donc là, on passe d'une alcool primaire vers l'acide carboxylique. C'est très important de comparer les squelettes entre les produits finis et les réactifs de base. Ça permet l'identification d'une part des composés obtenus. Ça permet également de déterminer très facilement les produits des réactions qu'on vous indique parfois dans les TD, comme A, B, C, D dans les séries réactionnelles. Donc, la comparaison du squelette carboné, c'est un moyen d'aide pour déterminer ces produits-là. Alors, on passe donc toujours avec la préparation des acides carboxyliques. On peut utiliser directement des aldéhydes et des cétones qui présentent déjà la fraction carbonyle analogue avec les acides carboxyliques. Et là, on peut oxyder ces fonctions-là. Donc, l'oxydation directe par des oxydants qui sont forts permet d'avoir les acides carboxyliques. Vous voyez également qu'il y a conservation de la fraction alkyle. RC, ça donne RC. La même chose pour les cétones. Donc là, l'oxydation permet d'avoir deux acides carboxyliques. Bien sûr, avec conservation de fractions R et R', on va trouver qu'une fraction RC se trouve dans le premier acide et que la fraction R', CH2, va se présenter dans le deuxième acide. Donc là, faites attention, il y a toujours conservation de la matière. Une oxydation d'une part et une oxydation d'autre part. Donc, deux produits qui se forment en préservant la nature des radicaux alkyles. Alors, la dernière méthode de préparation des acides carboxyliques, c'est la réaction d'ozonolyse des alcènes. Donc, qui dit ozonolyse dit l'action de l'ozone, c'est-à-dire le O3, et lyse, c'est par rapport à l'utilisation de l'hydrolyse, c'est-à-dire l'H2O. Donc, on a le O3 tout d'abord qui est l'ozone. On va le faire réagir sur un alcène. Ça va vous donner tout d'abord deux aldéhydes qui se forment. Donc, deux aldéhydes qui se forment, le RCHO et le R'-CHO, avec bien sûr conservation par les deux fractions R et R' dans chacun des aldéhydes, production d'un peroxyde d'hydrogène. Ces aldéhydes-là, lorsqu'ils subissent encore l'oxydation, vont donner deux autres acides carboxyliques. Bien sûr, avec conservation de la matière. RC, ça donne RC avec une autre fonction COH. R'-C, ça va donner R'-C. Donc, il y a conservation de la chaîne carbonée en partant des aldéhydes vers les acides carboxyliques. Bon, un autre mode de préparation des acides carboxyliques, c'est l'hydrolyse d'un ester. Donc, l'ester, c'est déjà un dérivé d'acide carboxylique ayant la fonction RCOR'. L'hydrolyse de cette fonction permet d'avoir les acides carboxyliques et l'alcool. Donc, ça rentre un air dans la réactivité des acides. Les acides avec les alcools donnent des esters très facilement. La réaction inverse peut être utilisée dans la préparation de ces mêmes acides. Voilà, donc, à côté de l'hydrolyse, vous avez la saponification des esters toujours. Qu'est-ce que c'est la saponification? C'est la réaction d'hydrolyse en présence d'un milieu basique fort
On peut utiliser la soude, la potasse, etc. Donc, là, j'ai la soude en présence d'un ester. Ça va vous donner dans un premier temps le sel qui est le décarboxylate de sodium. Par la suite, ce sel-là, il subit l'action d'un acide fort dans une étape qui est appelée relargage et qui va libérer l'acide carboxylique de son sel. Donc, cette étape de relargage, elle est très importante en chimie thérapeutique. Ça parle d'une libération d'un acide à partir de son sel en utilisant un autre acide très très fort qui maintenant c'est l'HCl qui va libérer la fonction COH et ça permet de séparer cet acide de son sel. Et là, comme si on joue sur la différence de solubilité en utilisant euh, la force des acides. Donc, on va utiliser l'acide qui est très fort à ce propos-là pour libérer cet acide carboxylique à partir d'un autre produit qui est le sel à ce niveau-là. Donc, comme si on le libère pour avoir la fonction carboxylique. Donc là, on appelle cette étape étape de relargage. Libération d'un acide fort à partir de l'utilisation d'un acide très fort, un acide minéral qui est l'HCl. Voilà. Donc, deux étapes nécessaires pour la saponification. L'action d'une base forte sur l'ester qui donne le sel. Par la suite, l'action d'un acide très fort sur le sel permet d'avoir directement les acides carboxyliques. Là aussi, c'est important de comparer le squelette carboné. Vous allez constater qu'il y a conservation entre ce sel et cet acide de la matière. RCO, ça donne RCOH. Par contre, la fraction OR', on va la retrouver dans la partie alcool. C'est important de savoir ça. Bon, on passe pour voir maintenant l'utilisation des dérivés halogénés dans la préparation des acides carboxyliques. Donc là, on peut utiliser par exemple un méthane avec un dérivé halogéné pour produire un dérivé organométallique, le RMGX. Donc, un organométallique qui est appelé le réactif de Grignard, c'est un réactif très important. On avait dit que c'est un réactif qui est utilisé comme intermédiaire chimique pour la préparation d'autres fonctions plus intéressantes. Et là, c'est un dérivé qu'on peut par exemple faire réagir sur le CO2, le dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce qu'on a la charge négative, tu as le R qui va s'exprimer comme nucléophile sur le C, ayant la charge positive. Ça va permettre d'ouvrir à ce niveau-là et d'avoir le COO. Donc, ça va permettre de produire dans un premier temps le carboxylate de l'halogène au magnésium en utilisant la charge négative de l'organométallique. Et par la suite, ce sel-là est subit l'hydrolyse pour libérer la fonction acide carboxylique à partir de la fonction carboxylate, comme si libération d'un acide à partir d'un sel en utilisant l'hydrolyse. Voilà votre acide carboxylique. Donc là, c'est important aussi de voir les parties alkyles. Vous avez toujours la même fraction entre le sel et celui-là. Par contre, entre le réactif de Grignard et le réactif de départ, il y a un rajout d'une fraction COO qui provient à partir de là. Donc, la comparaison, elle va vous aider dans les CRTD en déterminant les produits des réactions, des différentes réactions. Voilà. Donc là, on a terminé avec les acides carboxyliques. Pour la partie des dérivés d'acide, on va la traiter prochainement. Peut-être pour cet après-midi à 13h, voilà, 13h45. Donc, je vous accorde maintenant le temps pour poser vos questions. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Vos questions, s'il vous plaît. On vous attend pour ça. S'il vous plaît, vos questions rapidement.
Labile, bon, ça signifie que c'est mobile. Il est possible de faire éliminer ce proton. Bon, le terme labile, il est généralement donné à l'hydrogène qui est en mobilité. Donc, c'est un hydrogène qui peut être libéré très facilement. On va trouver ça déjà dans la fraction OH dans l'acide carboxylique. L'hydrogène qui est associé à l'hydroxyde, c'est un hydrogène mobile. Il peut être éliminé facilement et on parle de l'acidité ou de l'acide carboxylique vu la libération très facile de ce proton. On va parler également de la labilité de l'hydrogène en alpha par rapport au carbonyle. C'est possible également de faire éliminer cet hydrogène qui est en alpha. Bon, c'est une réaction qui va permettre de produire le carbanion dans un premier temps. Et par la suite, le carbanion va réagir avec d'autres composés, comme la réaction qu'on avait vue tout à l'heure. Bon, je reviens sur ça. Voilà. L'hydrogène porté ici sur le carbone en alpha, alors en alpha parce qu'un des carbonyles, c'est ma référence. Le carbone qui est juste à côté, il est appelé alpha, c'est bêta. Donc, quel est l'hydrogène qui est plus mobile? En comparant les différents hydrogènes qui sont présents, on va trouver que l'hydrogène en alpha, il est plus mobile. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence du fait qu'il existe un COH. Bien sûr, le COH va exercer un effet attracteur. L'oxygène, bon, les deux oxygènes vont atterrir chacun selon un effet inductif attracteur. Ils vont atterrir certaines charges et vont permettre d'exprimer la charge positive sur ce carbone. Et ce carbone va atterrir encore la liaison qui est juste à côté. Celle-là va atterrir l'hydrogène qui est juste à côté. Et c'est pour ça que les deux hydrogènes qui sont présents ici en alpha, ils sont mobiles parce qu'ils subissent cette action par le COH selon un effet inductif attracteur. C'est pour ça que ces deux hydrogènes-là, ils sont dits mobiles, ou là, labile, c'est la même chose, c'est-à-dire ils bougent, et c'est-à-dire qu'ils sont libérés très facilement. Donc, si on parle de la labilité, ça concerne l'hydrogène en alpha, ça concerne également l'hydrogène à l'hydroxyde. Il peut être libéré très facilement généralement en présence de bases très fortes et peut être éliminé pour donner des bases conjuguées, les carboxylates. Donc, on revient. Je parle de ça. Donc, en présence de bases qui sont fortes, cet hydrogène il est libéré très facilement en donnant le HB. On aura le carboxylate qui se forme à ce niveau-là après libération de cet hydrogène qui lui aussi il est labile. D'accord? Donc, deux facteurs qui vont renforcer la libération de cet hydrogène. D'une part, c'est l'effet inductif qui existe déjà sur les deux oxygènes. Donc, c'est eux qui vont fragiliser cette liaison. Et d'autre part, c'est la stabilité par la base qui est libérée. Cette base-là, elle est stabilisée par la mésomérie. Donc, qui est base stable, la réaction, elle va dans ce sens, gauche-droite. La réaction va libérer le H et elle va libérer cette base-là. Mais on peut dire également que c'est une réaction qui est favorisée en présence de bases fortes qui vont arracher ces protons. Voilà. Est-ce que c'est clair pour Monsieur Mahfoud? Bon, Mademoiselle Mahfoud. C'est clair ou non? Très bien. Autre question, s'il vous plaît. Autre question par rapport à ça? Allez-y. Autre question. Si vous n'avez pas de questions, on va clôturer. Hein. Pour les autres, il n'y a pas de questions. Alors, il vous reste les dérivés d'acide carboxylique qui sont généralement des dérivés plus réactifs que les acides carboxyliques. On va voir pourquoi, mais prochainement. Peut-être l'après-midi, on va voir avec l'administration.
quel que soit, il vous reste la partie dans les dérivés d'acide carboxylique, il vous reste 2 TD, une application sur les amines d'une part et le TD des acides carboxyliques. Donc, vous préparez ça en attendant les visioconférences correspondantes. Donc là, on va clôturer.